Et 10h-13h, Anthony Martin-Smith. Et ils sont là déjà en plateau avec moi, avec ces sujets qu'on va aborder dans un instant. 10h passées de 31 minutes sur Sud Radio. Vous nous appelez au 0826 300 300. Vous êtes déjà très nombreux et nombreux à le faire avec Jérémy qui vous attend au standard. On va revenir dans un instant sur la venue de Sébastien Lecornu hier en Gironde avec ses mesures phares annoncées et puis les déclarations d'Emmanuel Macron. Est-ce que l'État est à la hauteur ? Est-ce que l'État en fait suffisamment pour nos sinistrés des incendies ? C'est la question qu'on vous pose, qu'on se pose avec vous, Emmanuelle Brisson. Bonjour. Bonjour, merci de me recevoir. Présidente de Vivement Demain. C'est quoi Vivement Demain ? Vivement Demain, c'est un mouvement à l'intérieur des Républicains qui a pour objectif de casser les codes. C'est un mouvement de jeunesse qui compte aujourd'hui plus de 4000 jeunes dans toute la France. Eh bien, ça promet. À ma droite, Georges Parastatis. Bonjour. Bonjour. Vous êtes avocat pénaliste. C'est ça. On vous a déjà reçu sur cette antenne, chez Magali Berda notamment. C'est exact. Voilà, qui, du coup, reviendra peut-être sur Sud Radio, sait-on jamais. Avec à votre droite, Sarah Georgette. Bonjour. Bonjour, merci de me recevoir. Merci à vous d'être là. Vous êtes avocate au barreau de Paris. On vous a reçu la semaine passée. Affirmatif. Et puis vous vous êtes dit, tiens, finalement, Sud Radio, c'est pas mal. Oui, voilà. Vous êtes plutôt spécialisé en cybersécurité. Moi, je suis spécialisée... Cybercriminalité même. Oui, parce que j'ai eu une ancienne vie avant d'être avocat. Je faisais de la fraude et de l'antifraude dans des grands cabinets. Et je fais du droit civil et des enquêtes internes, surtout au sein des entreprises. Est-ce que l'État est à la hauteur pour venir en aide à nos sinistrés avec la venue hier de Sébastien Lecornu en Gironde et puis les déclarations d'Emmanuel Macron? Emmanuelle Brisson, je commence avec vous. Est-ce que vous considérez là que les annonces qui ont été faites, notamment réduire les permis de reconstruction à 1 mois, ça fait davantage peser ça sur les communes, pas sur l'État? Écoutez, déjà, c'est pas à l'État de résoudre tous les maux de la société, tous les maux de l'homme du 21e siècle. Au bout d'un moment, je pense que ça suffit. Moi, je comprends la colère, justement, des habitants du Porge. Il y a quand même eu 183 maisons qui ont été détruites. Il y a 183 familles qui se posent des questions qui sont extrêmement légitimes. Où est-ce qu'ils vont dormir ? Est-ce que les assureurs vont être à la hauteur ? Parce que c'est aux assureurs aujourd'hui d'être à la hauteur et c'est pas à l'État d'être toujours systématiquement interventionniste. Mais moi, je me pose la question de qu'est-ce que faisait Sébastien Lecornu hier ? Parce qu'honnêtement, ces annonces, elles ne concernent pas du tout l'État. Et je pense que encore une fois, le gouvernement Macron n'est pas à la hauteur. Et aujourd'hui, la question est celle de la reconstruction. La reconstruction, ça doit pas être un parcours du combattant administratif. Excusez-moi, mais les familles qui ont vu leur maison détruite n'ont pas à se demander comment ils vont résoudre tous ces problèmes entre aller à la préfecture, aller à la mairie, appeler les assureurs. Et c'est là où justement il doit y avoir un accompagnement, mais juste un accompagnement. Est-ce la fin finalement de l'État providentiel, si je résume un peu ce que vous dites, Emmanuelle Brisson, Georges Parastatis? L'État n'a jamais été providentiel, de moins en moins d'ailleurs, il est même catastrophique pour les citoyens. Parlez un peu plus près du micro s'il vous plaît. L'État n'a jamais été providentiel, alors la fin de l'État providentiel qui n'a jamais existé, je n'y crois pas. Mais la question que je me pose, est-ce qu'on parle de permis de reconstruire ou de permis de construire ? Permis de construire, mais en tout cas, c'est différent. Construire à l'identique. Dites-nous. C'est différent, Dites-nous, l'avocat que vous êtes, dans en quoi c'est certains différent ? pays, il y a même des procédures pénales pour cela. Dans certains pays, là où il y a eu le feu, où les forêts ont brûlé, comme par hasard, des villas bourgeoises ont eu le droit d'être construites. Je parle de la Grèce, c'est un pays que je connais bien. C'est-à-dire, c'est à se demander si l'origine des incendies n'est pas parfois intentionnelle, voire criminelle. Oui, voilà. Alors là, en l'occurrence, on sait que ça a été donc je serais curieux de voir en Gironde, en provenance notamment, en tout cas ce que révèlent les premières conclusions de l'enquête, que c'est une entreprise filiale prestataire d'Enedis qui, lors d'une mission de débroussaillement, a malheureusement donné feu à de la broussaille, et c'est ça notamment qui a créé le premier départ de feu. Après, il y a eu d'autres criminels, plus de 300, je le rappelle, personnes ont été arrêtés et jugés sur ces incendies. Donc il y a une cause criminelle, mais on peut pas soupçonner Georges Parastatis
qu'il y ait eu des incendies criminels pour pouvoir reconstruire des villas. Je ne soupçonne rien. Je pose la question, si on facilite les permis de construire sur des nouvelles villas qui n'existaient pas dans des endroits qui ont été brûlés, je voudrais me rassurer que faciliter les permis n'est pas fait pour cela. Et je voudrais que nous soyons rassurés qu'il n'y aura pas des biens immobiliers construits dans des endroits qui n'étaient pas auparavant. Constructible, non, a priori, ça n'a pas l'air d'être l'état de la démarche. Sarah Georgette. Oui, peut-être il y a une question qu'on ne pose pas, c'est la responsabilité individuelle du dit chantier qui aurait causé ces feux. Peut-être que maintenant, au-delà de la reconstruction qui effectivement incombe aux assureurs privés pour les résidences, la question c'est maintenant comment on gère une responsabilité quasi individuelle pour un enjeu de sécurité nationale civile, désormais. Peut-être que au lieu de faire peser sur les communes la réduction du délai de délivrance de permis à un mois, peut-être se demander et faire venir le prestataire en question et peut-être parler de responsabilité ou d'indemnité. Responsabilité et d'indemnité si c'est solvable et si c'est possible. Et sinon, comment on peut prévenir ce risque individuel de feu catastrophique qui pèse entre les mains d'une ou plusieurs personnes qui auraient manqué de diligence. C'est difficile de dire aujourd'hui aux habitants de Porche, écoutez, voilà, on a un Jean-Michel là qui débroussaillait et c'est sa faute le feu. Voilà, il a fumé pendant qu'il débroussaillait, il n'a pas vu l'étincelle et vous avez perdu votre maison. Ça, c'est plus difficile à entendre que vous allez reconstruire et vous aurez un mois pour avoir votre permis. Vous dites finalement que la question de la pénalisation individuelle est davantage un sujet que la... en fait, la pénalisation, elle va rien changer. Même si on crée un délit qui existe déjà d'incendie volontaire, mais ça va rien changer. En fait, c'est pas la pénalisation qui va changer. Ce qui va changer, c'est de se poser la question comment on peut prévenir ce genre d'incendie qui repose quasi exclusivement sur une responsabilité individuelle. Oui, Emmanuel. Vous savez, les incendies en Gironde, c'est pas la responsabilité de l'État, c'est la responsabilité des bobos écolos. Honnêtement, si on se rappelle en 1949 du grand incendie à Socats qui a fait plus de 89 morts, qu'est-ce qui s'était passé après? C'est qu'après ce drame, on a appris à apprivoiser nos forêts. On a débroussaillé, on a entretenu nos forêts, on a créé des pistes, on a aménagé des pare-feux, on a aménagé plein de points d'eau. Et après, qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu une écologie punitive, une écologie politique qui nous a dit qu'il fallait empiler les contraintes, qu'il fallait empiler les procédures, qu'il fallait empiler les interdictions, que l'homme n'avait plus le droit de se mêler de tout cela. Et résultat du compte, on n'entretient plus du tout nos forêts. Nos anciens avaient appris à le faire et nous, aujourd'hui, on ne le fait plus et on se retrouve avec un incendie qui est catastrophique aujourd'hui. Et qui aurait pu être évité. Ça, Georgette. Oui, Georges Parasatis. Vous pouvez pas vous empêcher de faire de la politique. Qu'est-ce que vous voulez dire quoi? Vous voulez politique. Honnêtement, tout est politique. Vous êtes invité à un débat politique. Non, mais pour une fois, on peut parler comment éviter les incendies, comment minimiser tout cela. Vous êtes dans le complotisme depuis tout à l'heure, donc vous allez pas me dire de pas faire de politique. Non, mais vous êtes en train de dire que les Républicains vont nous aider à prévenir les incendies, c'est ça que vous nous dites? J'ai pas du tout parlé des Républicains. Non, mais que les écolos ont été catastrophiques et qui sont à l'origine des incendies, c'est ça que vous dites. Et que si on avait laissé les Républicains faire, on n'aurait pas de incendie. C'est ça que vous dites? J'ai jamais dit qu'il fallait laisser les Républicains faire, mais effectivement, les écolos nous abreuvent de normes depuis de nombreuses années et de contraintes. Et au bout d'un moment, il faut peut-être ouvrir les yeux. Mais là, c'est vous qui faites de la politique. Mais qui était au pouvoir? C'était vous? Les Républicains et vos amis. C'est vos amis. Très jeune pour être au pouvoir. Non, mais c'est vos amis. Mais... Enfin, tout ce qui s'apparente à ce que vous supportez. Et vous dites que maintenant, c'est les autres qui n'ont pas été au pouvoir qui sont à l'origine des incendies. Enfin, peut-être qu'on pourrait laisser la politique de côté pour une fois et essayer de comprendre le drame qu'on vit. Enfin. Sarah Georgette, c'est vrai que vous le comprenez depuis un appartement parisien. Attendez, Sarah Georgette. Non, mais peut-être effectivement que finalement, l'État, s'il a un rôle à jouer, c'est de nous poser face à nos contradictions humaines et de se dire, voilà, maintenant, comment on réagit pour prévenir ces méga-feux. Il y a sûrement, effectivement, quelque chose à faire du côté de la responsabilité individuelle des individus et pardon pour la redondance, et comment on améliore, les lisières en lisière de forêt, comment les plans de prévention incendie, comment vous avez des formidables matières
l'antifeu, que sont la laine, que sont certains géotextiles naturels. Et vous disiez aussi Comment tout à on fait l'heure ça ? Comment individuellement on se responsabilise, notamment chez les prestataires qui travaillent pour Enedis, en toute autre chose. Et pas que, peuvent bien avoir sûr. des plans de prévention, d'intervention. C'est le cas pour bon nombre de prestataires quand ils interviennent dans des grands événements ou même dans des gares, des aéroports. Ils sont tous soumis à un plan de prévention des risques sociaux, psycho et puis physiques. Et ça, en fait, visiblement, il faudrait peut-être davantage renforcer ces réglementations. Vous bougez pas sur Sud Radio. On revient dans un instant avec cette question qu'on vous pose au 0826 300 300. Est-ce que les annonces de Sébastien Lecornu, les déclarations d'Emmanuel Macron, dont on écoutera un extrait juste après, sont à la hauteur de nos sinistrés qui attendent des mesures fortes, des engagements clairs. Hier, on avait un auditeur qui nous disait qu'il était lui sinistré de 2022 et d'autres n'ont toujours pas été indemnisés. À tout de suite sur Sud Radio. Voilà, j'ai dit au réalisateur que je ne reprenais pas l'antenne. Il m'a dit 10 secondes de façon très autoritaire. Toujours sur l'antenne de Sud Radio. Mesdames et messieurs, vous nous appelez au 0826 300 300 avec cette question dont nous parlons aussi dans un instant avec les débatteurs en plateau. Est-ce que les annonces de Sébastien Lecornu en visite hier en Gironde sont à la hauteur des souffrances de nos sinistrés? Est-ce que les déclarations d'Emmanuel Macron aussi sur les incendies dans le Var, faut pas les oublier, également dans les Landes, aussi dans le Nord, sont à la hauteur? Voilà, on le sait, vous nous appelez hier sur l'antenne de Sud Radio, un auditeur nous disait, Olivier de Bordeaux, si je me souviens bien, nous disait que lui sinistré de 2022 n'avait toujours pas été indemnisé par les assureurs, et c'est pas le seul dans ce cas-là. En plateau, Emmanuelle Brisson, présidente de Vivement Demain, Georges Parastatis, avocat pénaliste, et puis Sarah Georgette, avocate au barreau de Paris. Je vous propose d'écouter les déclarations d'Emmanuel Macron justement hier. Mais je veux d'ores et déjà vous dire ici, après avoir échangé avec le Premier ministre, que ce qui a été annoncé par lui en Gironde il y a quelques heures, pour les communes qui sont dans la même situation que celles qui ont été frappées, à la fois sinistrées et évacuées, les mêmes dispositifs seront mis en place. Et que les mêmes mécanismes d'accompagnement pour les communes, pour les forces économiques, pour nos compatriotes seront évidemment déployés pour venir en aide à ceux qui ont été touchés. Emmanuel Macron qui s'exprimait hier, Emmanuelle Brisson. Il y a les mots et il y a les actes. L'indemnisation, elle doit être rapide. Et là, vous nous avez parlé d'un témoignage qui disait que ça faisait des mois, voire des années, que des personnes n'ont toujours pas été indemnisées. Excusez-moi, mais une aide qui a été annoncée par communiqué de presse ou par effet d'annonce comme ça pour faire le buzz, elle est utile aux gens uniquement lorsqu'ils reçoivent réellement l'argent sur leur compte en banque. Et aujourd'hui, c'est pas le cas. Honnêtement, on a un réel souci avec l'État parce que c'est toujours extrêmement long. Il y a toujours un combat qui est permanent. Et des personnes qui ont perdu leur maison, qui savent même plus s'ils pourront encore vivre dans la ville où ils sont nés, où ils ont travaillé, ils sont en train de se battre en permanence. Ils se battent avec l'assurance, ils se battent avec la préfecture, ils se battent avec les services de l'État. Et honnêtement, c'est juste insupportable. Ils se battent avec les assurances aussi parce que très souvent, les plans de la maison ont brûlé avec la maison. Les papiers de l'assurance, les factures d'achat du mobilier, des bijoux, de tout ce que vous n'avez pas pu embarquer en évacuant, ont brûlé avec la maison. Comment on fait dans ces cas-là, mes chers amis avocats et avocates qu'on a en plateau? Georges Parastatis. Je n'ai jamais eu un cas similaire au tribunal. Il ne m'est pas arrivé de défendre un cas similaire. Mais effectivement, je pense que c'est le labyrinthe et le Golgotha pour ces familles. S'ils n'ont rien, parce que les assurances ne lâchent pas. Non. Et justement, c'est ça qui semble être un problème, notamment aussi avec les professionnels. Moi, j'ai en tête des témoignages, là aussi, qu'on a eu sur l'antenne de Sud Radio, avec ces professionnels qui ont dû fermer parce qu'il fallait évacuer la zone en Gironde, plus de 10 jours d'inexploitation commerciale. Et en fait, ils ne seront pas indemnisés parce que la perte d'exploitation n'est pas possible dans ce genre de cas, puisqu'ils n'ont pas directement été touchés
par une destruction physique, Sarah Georgette. Et oui, c'est effectivement tout le paradoxe de l'assurance privée. On s'assure contre certains risques, mais pas contre les conséquences collatérales d'autres risques. Et hélas, pour revenir à votre question initiale, comment on instruit un dossier d'indemnisation sans preuve? Et c'est un travail de fourmi. On va chercher dans les mails, les factures qu'on a pu recevoir, on demande des photos à des proches, tout ça c'est très long. C'est très ingrat parce que vous avez en face une autorité assurantielle bien organisée et qui a un intérêt, c'est de ne pas indemniser. Chacun défend son précaré, bien sûr. Donc dès qu'elle pourra ne pas le faire, elle ne le fera pas. Ça semble inéquitable parce que vous avez payé vos primes d'assurance et pourtant quand il faut indemniser, elle ne le fait pas. C'est très compliqué. On va accueillir Guy au 0826 300 300. Bonjour Guy. Bonjour Sud Radio, merci pour votre appel. Bon, c'est vous. Merci en tout cas de prendre le temps de nous parler, Guy. Vous êtes de Paris, vous n'êtes pas d'accord, enfin vous êtes d'accord plutôt, mais vous n'êtes pas d'accord avec l'État. Je suis sceptique parce que quand je vois la façon dont se comporte l'État depuis des années, et puis vous avez des auditeurs qui ont appelé, qui ont eu cette expérience de l'incendie chez eux, ils n'ont toujours pas été indemnisés. Olivier de Bordeaux hier, oui. Alors, mais déjà l'État n'a plus d'argent, donc à chaque fois c'est de la vantardise pour calmer, mais c'est tout, mais c'est de la parlotte. Il n'y a pas de concret, pas suffisamment. En tout cas, quand on a Sébastien Lecornu qui s'en remet aux assureurs, oui, on constate effectivement que l'État est démuni. Emmanuel Brisson, je fais réagir Guy à ce que vous dites en plateau. Ben oui, et puis surtout, s'il s'en remet, il ne peut que s'en remettre aux assureurs, parce qu'il n'y a plus d'argent déjà d'une part, mais maintenant, quelle va être son action auprès des assureurs? Parce que vous avez des gens qui sont en attente de l'action des assureurs. Les assureurs sont les maîtres, ils font ce qu'ils veulent. Hein. Emmanuel Brisson. Moi, je pense que l'État ne fait que des effets d'annonce et l'État est incapable d'intervenir dans cette reconstruction parce qu'il y a une lenteur qui émane de l'État depuis 30-40 ans. Et donc, oui, la venue de Sébastien Lecornu hier était tout simplement inutile. Et moi, je comprends la colère des habitants du Porche. On a des habitants du Porche qu'on a eu en témoignage aussi sur Sud Radio hier qui nous disaient on attendait, il n'est pas venu, en tout cas pas là où on était. Il est allé directement par d'autres petites routes voir les pompiers, mais nous, il n'est pas venu nous voir. On s'attendait à un discours. Hein, je pense hier au témoignage de Jacques, je crois. Anthony va me confirmer ça dans 2 secondes à la réalisation. Oui, il me confirme que c'est ça. Hier, voilà, c'était le cri du désespoir. Et alors lui-même, exploitant forestier, il dit moi, je sais pas comment je vais faire. J'ai 100 hectares qui ont brûlé. Sarah Georgette. Oui, mais comme il n'est pas le seul, lui il a perdu son outil de travail, d'autres ont perdu leur garage, leur fonds de commerce, et il n'est pas plus sinistré que les autres. Et là, alors, peut-être qu'effectivement, on reproche à nos élus des effets d'annonce, et s'ils ne venaient pas, on leur reprocherait de ne pas venir. C'est vrai ce que vous dites aussi, s'il ne serait pas venu, ça aurait été scandaleux. Ça aurait été scandaleux. Donc, il vient, il dit finalement la seule chose qu'il peut dire, c'est effectivement l'État va vous accompagner, l'État va être là. La vérité, c'est que l'État n'a pas à indemniser les privés dans cette situation. En revanche, l'État a posé la vraie question, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Georges Parastatis. Moi, je ne suis pas du tout d'accord. Quand on dit que l'État fait que des effets d'annonce, l'État ne parle pas. Ce n'est pas l'État qui parle. Il n'a pas de voix, l'État. Ce sont les politiciens qui parlent. C'est les politiciens qui font des annonces. Et lorsqu'on dit que l'État est démuni, eh bien, pourquoi on les paye, les politiciens? Quelle est la raison pour qu'on les paye? Pourquoi ils se présentent aux élections? S'ils n'arrivent pas à s'imposer, s'ils n'arrivent pas à avoir des initiatives, s'ils n'arrivent pas à trouver des solutions, eh bien qu'ils ne se présentent pas à ces élections, qu'ils ne soient pas payés par nous, par nos impôts, etc., etc. Mais à la fois, on les paye pourquoi? Oui, mais à la fois, vous savez, généralement, c'est quoi la trajectoire d'une personne qui veut être le pouvoir, élue? La soif du pouvoir. Pas que, je pense très honnêtement au local. Quand vous avez des gens qui se présentent,
Ils ont vraiment envie, et je pense qu'ils sont habités par l'envie de changer les choses. Mais Emmanuel Brisson, c'est pas à vous que je vais dire. Non, mais il faut pas mettre tous les politiques dans le même panier, excusez-moi. Non, mais je pense qu'au départ, un élu local qui gagne même pas un péco, il est pas là pour la soif du pouvoir. On parle pas d'un élu local, là. On parle de Sébastien Lecornu, on parle d'Emmanuel Macron. C'est que vous arrivez au pouvoir, et une fois que vous êtes au pouvoir, vous vous rendez compte que les caisses sont vides. Qu'est-ce que vous voulez faire dans ces cas-là ? Moi, je me fais l'avocat du diable, puisque vous êtes les avocats des justes. Vous, Sarah Georgette et Jean Parasatis, moi je me fais l'avocat du diable. J'arrive au pouvoir et je me rends compte que les caisses sont vides. C'est quoi ma capacité et ma latitude à agir concrètement sur les choses ? Si je suis Sébastien Lecornu, que les caisses de l'État, il n'y a plus un copec, que j'arrive sur le terrain, qu'est-ce que je peux dire ? Expliquer aux gens que ce n'est plus seulement une question d'argent parce que l'argent va manquer. Expliquer aux gens maintenant qu'il faut faire nation, qu'il faut réfléchir à l'intérêt général, à l'intérêt collectif de la nation, comment on se prémunit collectivement des drames du réchauffement climatique qui vont arriver, comment on refait nation derrière un but commun. C'est ça qui nous reste quand on n'a plus d'argent. Alors on va accueillir Laurent au 0826 300 300. Bonjour Laurent. Oui, bonjour. Votre maison, vous, elle a brûlé il y a un an. Je ne sais pas si on a toujours Guy Anthony à la réalisation, mais s'il veut réagir, il peut aussi. Laurent, allez-y. Oui, voilà, c'est pas spécialement les assurances qui sont le gros problème, c'est tous les services de l'État. Moi, je vois, j'ai ma maison qui a été entièrement dévastée l'année dernière au mois de juillet par un incendie. Il a fallu que je repasse à nouveau le CU, que je repasse les demandes de permis de construire. Et ça fait plus d'un an, je n'ai toujours pas le permis de construire pour refaire ma nouvelle demeure. Pardonnez-moi, Laurent. C'est le certificat d'urbanisme. Oui, merci beaucoup, Sarah Georgette. Oui. Allez-y, Laurent, excusez-moi. Oui, je vous disais, je n'ai toujours pas eu mon permis de construire depuis plus d'un an que ma maison a été détruite. C'est-à-dire que c'est toutes les démarches administratives, les demandes de CU, les demandes de permis, tout ça, c'est très 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 long. Vous êtes de Burg, vous, Laurent, hein ? Oui, c'est ça. C'est où exactement ? C'est à côté de Tarbes, dans les Hautes-Pyrénées. Ouais. Et donc là, vous auriez aimé finalement avoir les mêmes mesures qui ont été proposées par Sébastien Lecornu hier ? Ah ben non, parce que de toute manière c'est pareil, un mois. Le problème c'est que nous on a pu déposer le permis de construire qu'il n'y a que 2 mois. Mais c'est toutes les démarches qu'il y a avant à faire. Parce que bon, on parle des assurances, oui, les assurances. Oui, mais vous n'en bénéficiez pas, vous, du 1 mois de construction à l'identique ? Ah ben non, non, moi j'ai... Donc vous êtes soumis au délai d'usage ? Oui, le délai d'usage, mais bon, comme je vous dis, toutes les démarches avant sont très longues à faire. Oui, mais dans le délai d'usage, vous avez des procédures, notamment cette procédure de 2 mois qui donne soumission à votre voisinage, du moins le droit d'objecter. Oui, c'est ça, ce sont les délais d'opposition. Oui, ce sont les délais d'opposition, effectivement. C'est tout ce qu'il y a avant. C'est tout ce qu'il y a avant. Toutes les démarches à faire avant qui sont très longues. Oui, monsieur a raison. En fait, c'est l'instruction du permis qui prend du temps, effectivement. Tout est long. Et en plus, ils sont tatillons pour tout et pour rien. C'est que moi, ils viennent de m'embêter au niveau de la fosse. C'est-à-dire qu'en fait, quand ils me demandent un agrément comme quoi ma fosse était bien conforme, et c'est la fosse de mon ancienne maison, donc obligatoirement, elle est conforme. Mais ça me retarde encore le permis. Est-ce que vous demandez à Sébastien Lecornu d'avoir les mêmes dispositions que celles qu'il a proposées hier en Gironde, si toutefois il y parvenait ? Ah mais c'est pas ça que moi je demande. Je demande qu'on simplifie toutes les démarches depuis le départ. C'est tout. Que tout soit simplifié depuis le départ. Qu'on ne soit pas obligé de... Parce que les assurances, si vous voulez, vous relogent pendant 1 an. Mais obligatoirement, dès le départ, ils savent très bien que minimum, il y en a pour 2 ans avant de commencer à reconstruire une maison. Donc là, bientôt, vous n'avez plus de logement. Ben, heureusement, moi, je me suis mis mon mobil-homme sur mon terrain. Ah oui, vous avez été prévoyant, vous, Laurent. Oui. Merci beaucoup, Laurent. Je vous embrasse très fort. Faites bien attention à vous et prenez soin surtout de vous et de vos proches. Au 0826 300 300, vous nous appelez, vous réagissez évidemment. Dans un instant, sur Sud Radio, on va revenir sur cette non-annonce de candidature à l'élection présidentielle. Et c'est si rare, mesdames et messieurs, qu'il faut le préciser. Oui, on a un homme politique qui ne veut pas aller à la présidentielle. Moi, je vous avoue que ça m'a provoqué quelques émotions. Gérald Darmanin qui rejoint Édouard Philippe et qui, du coup, refuse d'aller à la candidature à l'élection présidentielle. On en parle dans un instant. Si ça vous fait réagir, appelez-nous au 0826 300 300.
Sud Radio. Sont à retrouver sur Sud Radio et sudradio.fr bien évidemment. De retour sur notre plateau avec nos débatteurs, mais avant un point sur ce que vous nous dites sur les réseaux sociaux de Sud Radio avec vous, Elvine de Fazio. Ouais, alors sur la question de l'État, en fait-il assez pour aider les sinistrés? Il y a beaucoup de réactions. J'imagine, ouais. Il y a Loulou qui nous dit absolument pas, 12 millions, c'est vraiment réellement dérisoire. Sur YouTube, vous êtes nombreux à réagir, notamment l'État n'a rien fait, au contraire, il s'est opposé aux inactifs des particuliers. On nous dit, notamment on attend encore beaucoup plus de l'État. L'État doit absolument nous aider. Bref, beaucoup attendent beaucoup plus de ce qu'a proposé jusqu'à présent l'État. Je crois qu'on attend toujours beaucoup plus. Emmanuel Brison, tout à l'heure, débatteur sur le plateau, qui est toujours là, nous disait qu'il fallait pas trop non plus en attendre de l'État. Merci Elvine de Fazio, vous revenez bien dès qu'on a des réactions sur les réseaux sociaux. On veut vous donner un nouveau rendez-vous tous les jours à partir de 11h parce que bien c'est l'été et quand on est bien en vacances ou pas forcément, mais en tout cas on est forcément au calme un peu plus que le reste du temps. C'est aussi le temps de prendre du recul. Et il y a ces discours de l'histoire qui ont marqué des époques et qui aujourd'hui ont une résonance toute particulière. Ce rendez-vous, vous pourrez plus dire qu'on ne vous l'avait pas dit. Antoine Dizy, racontez-nous, aujourd'hui on part en 2002, retour un peu en arrière avec Jacques Chirac. Exactement, c'était il y a un quart de siècle. En 2002, au sommet de la Terre à Johannesburg, Jacques Chirac ouvre son discours par une phrase qui va rester dans les mémoires. Un avertissement sur l'urgence climatique devenu presque une formule historique aujourd'hui. Notre maison brûle et nous regardons ailleurs. Nous ne pourrons pas dire que nous ne savions pas. 24 ans plus tard, difficile de dire que nous ne savons pas. Canicule, incendie, sécheresse, inondations, les effets du dérèglement climatique occupent désormais régulièrement notre actualité. La phrase, elle, n'a pas vraiment vieilli. La question aujourd'hui, c'est peut-être de savoir si, cette fois, on regardera enfin. Antoine Dizy, et on reviendra demain avec un autre discours d'histoire dans Vous ne pourrez plus dire qu'on ne vous l'avait pas dit. Emmanuel Brisson, justement, Jacques Chirac, c'est quand même un peu l'histoire de votre camp politique. Bien sûr, tout à fait. Pour moi, Jacques Chirac, ça me parle énormément. Je trouve que c'est un des derniers grands présidents qu'on a eu. Et d'ailleurs, ma famille politique, depuis Chirac, puis depuis Nicolas Sarkozy, n'a pas forcément inventé une seule idée et n'a décliné que des mesures techniques dans absolument tous les domaines. Donc oui, moi, je suis nostalgique de ces années-là. Georges Parastatis. Oui, quelle est votre question? Ma question, c'est est-ce que ça vous fait réagir ce que Jacques Chirac disait en 2002? Mais il avait raison. C'était un homme sérieux, il avait raison. On n'en a plus des Jacques Chirac. Qu'est-ce que vous voulez qu'on dise? Il a tout anticipé. Bien sûr. Et on me parle des Sarkozy ou des actuels. Non, c'est à côté, c'est des Mickey Mouse. Non, mais à côté, c'est des Mickey Mouse. Non, mais d'accord, mais moi je vous dis ce que je pense. Ceux qui sont aujourd'hui au pouvoir sont des Mickey Mouse à côté de Jacques Chirac ou tous les Jacques Chirac qu'on a connus. Voilà, si on avait un Jacques Chirac ou un François Mitterrand, même si j'étais pas d'accord avec lui, au pouvoir, peut-être qu'on n'en serait pas là. Mais bon, on a des gens qui pensent qu'à avoir une place, qu'à avoir du pouvoir et qui pensent qu'à eux. C'est un Georgette. Oui, il a dit la maison brûle et il aurait aussi pu dire la maison prend l'eau. Donc, qui selon moi sont effectivement les deux enjeux qui attendent. À ce moment-là, la maison prenait pas l'eau. C'est pour ça qu'il l'a pas dit. Et mais voilà, donc il a oublié de dire ça. Ce sont les vrais enjeux. Maintenant. Un autre de votre famille politique, en tout cas avant qu'il ne la quitte, Gérald Darmanin, Emmanuel Brison. Gérald Darmanin. Ouais, vous voulez vraiment qu'on parle de Gérald Darmanin là? Ben oui, justement, on va en parler. C'est encore moi qui pose les sujets, madame. Gérald Darmanin qui fait une annonce, mais qui finalement n'en est pas. Enfin, si, mais non. Il n'annonce pas qu'il va à la présidentielle. Et ça, c'est surprenant, parce qu'on s'y attendait. On s'attendait. Enfin, pas à ça. Voilà. Écoutez, vous avez raison, on est le mardi 18 août et tous les Français ce matin se sont réveillés en disant vite, je veux savoir qui soutient Gérald Darmanin. Non mais plus sérieusement, je pense que ce sujet n'intéresse personne à part l'intelligentsia parisienne et vous les journalistes, parce qu'après tout l'été il n'y a pas beaucoup de sujets donc faut bien en trouver.
Et pendant ce temps-là, est-ce qu'elle est en train de nous attaquer là? un petit peu. Non, mais franchement, les Français sont complètement hors de tout ça. Dans la vraie vie, dans la vie des vrais Français, eh ben, on parle des incendies. On en a parlé tout à l'heure. On parle du pouvoir d'achat qui n'arrête pas de baisser. Et quand je vois, honnêtement, qu'en plein mois d'août, on commence les mercatos 2027, bah moi, je trouve ça absolument ridicule. Et honnêtement, si Gérald Darmanin avait un peu de sens politique, il ne se rallierait pas au mois d'août, parce qu'après tout le monde s'en fiche. Et on le sait très bien en politique que les premiers qui rallient sont les moins bien servis. Mais il aurait organisé peut-être son ralliement en janvier, février. Donc moi, je trouve que cette annonce fait flop. Et honnêtement, c'est à l'image de Gérald Darmanin. Sarah Georgette, ça fait flop? Peut-être faudrait-il mesurer ça par un métrix objectif type sondage. Donc, mais effectivement, peut-être le timing politique n'était pas tout à fait opportun pour l'annoncer. Même si nous sommes là pour le commenter, alors commentons-le et disons peut-être que ça va participer au renforcement de la posture présidentielle d'Édouard Philippe. Et puis, que vous dire d'autre? Georges Parastatis. Il aurait fait prout, c'est pareil. Hein. C'est pas flop. C'est ce que je crois. Il a pris les sondages, il s'est dit qui c'est celui qui a la chance de l'emporter, et je vais me rallier à lui pour être un futur Premier ministre. Voilà. En substance, c'est flou. Et après, il va nous parler bien sûr de responsabilité, parce qu'ils ont que ce mot-là à la bouche, mais s'ils ne comprennent pas que les Français font un rejet de tout ce qui a touché de près ou de loin à la Macronie, c'est qu'ils sont complètement déconnectés. Oui, mais ils le sont. Ils le sont, ouais. Et là, je vous rejoins entièrement. Est-ce qu'on peut quand même lui reconnaître à Gérald Darmanin une certaine forme, vous le disiez, vous l'employez ce terme, responsabilité, puisqu'il décide de ne pas ajouter une énième candidature à toutes celles que nous avons déjà sur la table, et notamment à droite. Non. Je vais vous S'il dire, avait une chance, il aurait été candidat. S'il avait une chance, il aurait été candidat. Mais il avait cette chance. Ah bon? Qui c'est qui le dit? Globalement, quand les sondages d'opinion lui donnent et lui créditent quelques points malgré tout. Quelques points, oui, pour arriver à un score d'humiliation. Non, il n'avait aucune chance. Emmanuel Brisson. Je vais vous dire, cette caste est habituée depuis des décennies à avoir des chauffeurs, à avoir des assistants, et en fait, ils vont regarder les sondages, qui sera le mieux placé, parce qu'ils ne veulent pas perdre leur place. C'est tout. Et en attendant, ils n'inventent pas une seule idée. Ils sont paniqués à ce qu'on ait un second tour Mélenchon-Le Pen, et ils vont tout faire pour s'unir, pour garder leurs petits privilèges, et on ne sait même pas ce qu'ils pensent. Moi, je suis désolée, mais quand j'écoute Jean-Luc Mélenchon, je l'entends parler de la Nouvelle-France, de la Palestine, il a des sujets. Quand j'écoute Marine Le Pen, elle va vous parler de pouvoir d'achat, d'immigration, mais les autres partis politiques, moi, je trouve qu'ils ne proposent absolument rien. À vous entendre, on dirait presque que vous allez prendre parti pour l'un ou pour l'autre, Emmanuel Brisson, alors même que vous êtes républicaine. Ah non, justement, moi je ne prends parti pour personne, je vous dis juste que je suis dégoûtée et que je comprends aujourd'hui pourquoi les Français ne votent plus, je comprends pourquoi les Français ne veulent plus s'engager dans les partis politiques, et au bout d'un moment, il faudrait peut-être se remettre en question. Je rappelle que vous êtes président d'un mouvement de jeunesse. Hein. Attendez. Monsieur le disait tout à l'heure, depuis Jacques Chirac, on n'a pas eu de grande figure politique. Sur cela, je le rejoins un peu. Moi, j'ai l'impression qu'on n'a que des troisièmes couteaux qui ne travaillent absolument plus, et au bout d'un moment, ça suffit. Il faudrait peut-être renouveler les visages et commencer à travailler. Non, c'est pas des couteaux, c'est des figurines en papier, même pas. Qu'ils soient déconnectés, on le sait, ils pensent que... Mais est-ce que les Français sont connectés? Parce que si les Français revotent pour eux, ils sont capables de revoter en disant j'ai peur de celui-ci, j'ai peur de celui-là. S'ils revotent pour un qui est de leur politique, d'avoir de la Macronie, qui viennent plus à nouveau se plaindre sur les radios, sur les chaînes télé, dans les rues, qui viennent plus se plaindre s'ils revotent, parce qu'ils l'ont fait 2 fois pour M. Macron. On verra bien si les Français sont connectés ou déconnectés. Est-ce que le front républicain fonctionnera encore? C'est un Georgette? Je n'ai pas de boule de cristal. Et là, en revanche, peut-être pour rebondir... Ça a fonctionné en 2024, malgré tout, le Front républicain. On pensait que ça allait être une razzia pour le Rassemblement national, que Jordan Bardella allait finir Premier ministre, et puis finalement non. Alors oui, ils ont gagné plus 50 députés à l'Assemblée nationale, mais...
Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui faire front républicain, si ce n'est pour voter, de continuer à voter pour le parti qui a déjà été élu, ou en tout cas pour la figure politique qui avait déjà été élue au suffrage universel direct juste avant. Est-ce que front républicain, maintenant peut-être on pourrait, c'est un mot un peu galvaudé, et réfléchir à quel est le projet politique des Français, et sont-ils effectivement peut-être connectés aux enjeux qui sont les leurs dans les prochaines années, et peut-être que les candidats gagneraient à parler vrai et à dire des vérités qui fâchent, plutôt que de rester effectivement dans cette posture électorale. Emmanuel Brisson. Non, le Front républicain ne fonctionnera plus cette fois-ci. En 2024, lors des élections législatives, on a quand même volé la victoire au Rassemblement national. Et aujourd'hui, les Français sont en colère. On l'a vu lors des élections municipales. Ils ont gagné de plus en plus de mairies. Il y a une adhésion. Il y a même une adhésion de la bourgeoisie qui, à l'époque, votait à droite, qui aujourd'hui vote Rassemblement national. Donc, les digues sont en train, justement, de basculer. Et moi, je pense qu'honnêtement, si la droite ne se remet pas rapidement en question, on peut assister en 2027 à une victoire de Marine Le Pen. Honnêtement, Marine Le Pen aujourd'hui ne fait plus peur aux Français. D'ailleurs, elle a été crédibilisée, je trouve, par la campagne d'Éric Zemmour, qui avait une campagne qui était beaucoup plus offensive, qui parlait lui systématiquement d'immigration, et on a rendu Marine Le Pen beaucoup plus sympathique. Et on l'a vu il y a quelques semaines. Marine Le Pen n'a pas perdu un point dans les sondages, alors que tous les autres candidats sont dans un mouchoir de poche. Donc oui, je pense que le Front républicain ne fonctionne plus. Allez, on revient dans un instant sur Sud Radio. Si vous voulez réagir, 0826 303. Et toujours sur Sud Radio pour les débats de l'été, 10h, 13h. Il est 11h, passé de 16 minutes. Et si vous nous rejoignez, merci de votre fidélité. Vous nous appelez au 0826 300 300 avec mes débatteuses et débatteurs. Je suis content de pouvoir le mettre au féminin davantage aujourd'hui, parce que le féminin l'emporte sur Sud Radio ce matin, puisque nous avons Emmanuel Brisson, on a Sarah Georgette et on a Georges Parastatis. Vous êtes le seul mâle autour de cette table, à part moi évidemment, Georges. Pour les deux. Oui, mais moi je m'inclus pas dans les débatteurs. Je voudrais qu'on revienne sur le dépôt de préavis de grève intervenu vendredi dernier de EasyJet, compagnie aérienne, à la demande de ses syndicats personnels navigants commerciaux, qui voudraient un alignement de leur situation de travail, notamment de pouvoir être déclenché un peu plus en amont sur des missions, des rotations comme on les appelle dans le métier aéronautique, un peu plus tôt, à l'instar de ce qui est fait pour les personnels navigants techniques, c'est-à-dire les pilotes, qui eux peuvent s'organiser. Et cette question qu'on vous pose, est-ce que vous trouvez normal que les transporteurs, qu'ils soient aériens, ferroviaires, puissent systématiquement poser grève pendant les périodes où vous rentrez de vacances, où vous partez de vacances? Ce préavis court jusqu'au 2 septembre. Emmanuel Brisson. Chaque année, c'est la même chose. EasyJet, la SNCF, ils font toujours grève pendant les vacances. Ils font grève pendant les vacances d'été. Ils font grève à Noël. Et en fait, ils pénalisent qui? Ils vont pénaliser la France des honnêtes gens. Ils vont pénaliser les classes moyennes, ils vont pénaliser les Français qui souffrent, qui ont économisé toute l'année pour payer des vacances à leurs enfants. Et moi, je trouve que c'est un peu indécent, et honnêtement, ça n'arrange personne, ni les conditions donc des travailleurs de la SNCF et des EasyJet, et encore moins justement les Français. Sarah Georgette. Oui, alors si j'ai bien noté ce que vous me dites, c'est qu'en fait les PNC voudraient être déclenchés en même temps que les PNT sur les rotations. Est-ce que vraiment cela nécessitait un préavis de grève? Est-ce qu'on peut-être on peut pas s'organiser avec les RH ou les directions internes pour résoudre ce problème et ne pas venir l'étaler sur la place publique? Plus, en tout cas, de considération, notamment pour pouvoir s'organiser, etc. Et visiblement, chez EasyJet France,
eh bien, les personnels navigants commerciaux, comme nous le disait notre invité la semaine passée sur cette antenne, expliquaient que c'était compliqué de s'organiser, de pouvoir aller chercher ses enfants à l'école ou les déposer. Et donc, ils réclament un alignement entre leur situation de travail et celle des pilotes. Enfin, ce gouvernement de la terreur chez les transporteurs, c'est assez détestable. Vous verriez, vous, des salariés d'études notariales faire grève pour que leur patron organise mieux les horaires de travail. Ça n'aurait pas les mêmes conséquences, en tout cas, sur les Françaises et les Français. C'est de la terreur. Voilà, c'est de la terreur. Georges Parastatis. Non, la terreur, c'est autre chose. La terreur, c'est de pouvoir mettre une bombe quelque part et de dire je vais mettre une bombe, ne circulez plus. Non, et soyons mesurés. La terreur, c'est autre chose. Et c'est quoi le principe d'une grève? C'est de gêner. Donc c'est normal que quand quelqu'un fait grève, il la fasse à un moment où il gêne. Oui, c'est la définition de la grève. Si on fait grève à un moment où on gêne pas, c'est plus une grève. C'est une simagrée. Là, une grève, c'est ce moment où on gêne. C'est l'homme de gauche qui dit ça, Georges Parastatis. Gêner, oui, mais vous gênez ceux qui vous posent problème, pas ceux qui, a priori, vous donnent du travail. Vous savez, Ford disait que votre patron, c'est pas celui qui est au-dessus de vous hiérarchiquement parlant, c'est le client. Si demain vous n'avez plus de client, vous n'avez plus de boulot. Oui, non, mais c'est pas du tout la même chose. Lorsque vous gênez les passagers, qui demandent tous remboursement, vous gênez le patron. Oui, alors, je ne suis pas forcément pour cette grève. Je ne sais rien, je ne connais pas la problématique. C'est pas tant la revendication des salariés d'EasyJet, elle est probablement juste. Anthony, c'est pas ça que je ne connais pas en lumière. Anthony, je ne connais pas la problématique de ce poste. Mais tout ce que je sais, c'est qu'une grève, la définition d'une grève, lorsqu'une personne décide d'une grève, stratégiquement, il l'a fait, à tort ou à raison, peu importe, stratégiquement, il l'a fait là, au moment où ça gêne le plus. S'il doit choisir le moment où ça gêne le moins, il sera même lui viré de son syndicat. Hein. Non mais moi j'en peux plus de ces syndicalistes de gauche qui n'arrêtent pas d'emmerder des Français et qui font grève systématiquement. Enfin, au bout d'un moment, ça suffit. Pourtant, on a toujours des trains qui sont en retard. On a des billets d'avion qui ne cessent d'exploser. On peut faire des Paris-Biarritz pour 600 € et moi je trouve pas ça normal. Et on a quoi? On a d'un autre côté... Vous avez aussi une augmentation des billets de train, Emmanuel Brisson. Ah oui, parfois, l'avion est moins cher que le train, et même très souvent. Attendez, le train, il y a toujours 4 heures de retard, c'est super cher, il y a rien qui fonctionne, la climatisation ne fonctionnait pas pendant la période de canicule, les wagons-bars étaient fermés, et après on a quoi? On a les mecs qui travaillent à la SNCF qui font faire grève alors qu'ils ont 11 semaines de vacances. Enfin, c'est pas normal. On est un pays qui veut pas bosser. Et à chaque fois, ils sont toujours dans la rue. Mais vraiment. Non, vous pouvez pas dire ça. On est le pays où il y a le plus de grèves. Évidemment qu'on peut dire ça. Non, mais c'est très politique ce que vous dites. Bah oui, vous êtes de gauche, évidemment. Vous êtes politique. D'abord, vous ne savez pas ce que je vote, quel est mon bord politique. Vous n'êtes pas de droite. Pas de la droite que vous représentez en tout cas. Qui est un peu ramollo et qui, à mon avis, fait des beaux discours, mais aucun acte. Mais vous pouvez pas toujours vous en prendre au même. Moi, je ne suis pas forcément pour la grève, que ce soit EasyJet ailleurs. Je suis profession libérale. Mais vous pouvez pas toujours vous en prendre au même. Est-ce que vous comprenez que vous pouvez pas dire à un ouvrier, ça gêne les Français, ceux qui partent en vacances, ne faites pas grève, et ne pas dire à celui qui a un grand capital, qui fait des montages pour faire des évasions fiscales, de ne pas le faire. Mais en quoi faire grève, ça va faire avancer leurs droits? S'ils font grève, ils vont pénaliser les Français, ils vont pas pénaliser les patrons, il faut être logique, non? Est-ce que vous trouvez normal qu'une grève soit faite au moment où elle gêne le plus? J'ai répondu que c'est la définition de la grève. Alors, je suis pas pour. Au moment qui gêne le plus, tout est peut-être dans le plus, Georges Parastatis. Vous entendez quand même, vous avez économisé pour certaines familles toute l'année pour pouvoir partir en vacances. Et là, vous arrivez à l'aéroport ou à la gare et on vous dit, bah non, en fait, votre train, il est annulé, votre avion est annulé. Donc, soit vous prenez la solution qu'on vous donne de substitution quand elle existe, soit on vous rembourse, vous prenez une autre compagnie où vous débrouillez par vos propres moyens, ce qui généralement va vous coûter beaucoup plus cher à la dernière minute. C'est ça aussi qu'on met en exergue dans cette question. On est d'accord, c'est gênant, c'est horrible, mais la question n'était pas est-ce que c'est gênant, c'est horrible, la question était est-ce que vous êtes étonné qu'une grève soit faite au moment où ça gêne le plus? C'est comme si vous me demandiez... 0826 300 300 pour réagir, dites-nous ce que vous en pensez, parce que j'ai le sentiment qu'on n'est pas d'accord. Sarah Georgette, on vous a pas entendu encore sur cette question-là, vraiment.
Moi, je pense que le motif de grève est dévoyé. La grève, ça a été instauré pour assurer et conquérir des libertés fondamentales à une époque où il le fallait, où il fallait arrêter le travail des enfants, il fallait préserver les salariés vulnérables. Aujourd'hui, c'est dévoyé. Aujourd'hui, on fait une grève pour des histoires d'emploi du temps. C'est disproportionné, c'est handicapant et pour des familles qui vont se retrouver dans l'embarras avec les enfants à ramener, la rentrée, les parents, les valises, excusez-moi, mais oui, c'est totalement dévoyé. Et disproportionné. On a Anthony à la réalisation de cette émission qui me dit moi on a annulé mon TGV ce week-end à cause d'une clim en panne. Voilà, Emmanuel Brisson. Mais on est un pays qui se tiers-mondise. Honnêtement, faut arrêter d'accepter l'inacceptable. Je suis désolée, mais aujourd'hui, quand on a des salariés qui ont 11 semaines de vacances, qui peuvent partir tôt du travail, qui ont des bonnes conditions de travail, ils n'ont pas à faire grève. Moi, j'aimerais bien qu'on revienne un peu dans les années 50, où là, c'était difficile, où on entendait nos grands-parents qui ne se plaignaient jamais. Aujourd'hui, on a une France qui se plaint systématiquement et qui ne veut plus bosser. Les Français, ils veulent quoi ? Ils veulent toucher les allocs, ils veulent partir en vacances et ils ne veulent plus travailler. Vous n'avez pas toujours des bonnes conditions de travail, si je dois vous apporter quand même un peu de contradiction. Vous avez quand même des métiers à risque, parmi notamment les cheminots qui, pour certains, se font insulter, agresser, etc. et pas toujours pour de bonnes raisons. Mais ces métiers à risque, il n'y a pas de bonne raison pour agresser quelqu'un. Déjà à l'époque, et ce qui faisait grève, non. Mais vous prenez toujours au même, hein. Mais vous en prenez toujours à moi. On en prend. Là, c'est pas qu'on s'en prend, Georges Parastatis. C'est juste que vous disiez au moment où ça gêne le plus, mais aussi de la part de personnes qui ont le pouvoir de gêner. Je suis désolée, mais mon discours, c'est le discours de la majorité silencieuse. Voilà. Je vous dis la vérité, c'est le discours de milliers de Français qui, aux élections de 2027, vont voter pour les extrêmes, pas parce qu'ils sont racistes, mais parce qu'ils en ont marre. Parce qu'ils en ont marre de vos discours qui sont déconnectés. Vous avez un discours parce que c'est la majorité. Si c'est pas de l'opportunisme, qu'est-ce que c'est ? Non mais moi je vis dans la vraie France, monsieur. Moi je suis pas à Paris toute la journée dans le 7e arrondissement. Mais vous ne savez pas si je suis dans le 7e ou ailleurs. Et vous savez pas où je travaille, si je travaille à Paris ou ailleurs. Tout à l'heure, je prends le train pour aller à Besançon, vous voyez ? Pour plaider un dossier demain matin. Bah, très bien, bravo pour Oui, non, mais vous ne savez pas ce que je fais comme travail. Mais moi, je travaille. Vous êtes avocat. Oui, j'espère qu'il n'y aura pas une grève. Justement, Georges. Non, mais attendez, vous ne prenez pas. Vous êtes profession libérale. Vous êtes profession libérale. Vous êtes en train de dire que les TGV, ça marche mal, parce que, voilà. Mais peut-être ça marche mal parce que ce pays est pauvre. Peut-être que ce pays est pauvre aussi, en partie à cause des grèves, mais en partie à cause de l'évasion fiscale. À cause de vos protégés aussi. C'est quoi le rapport ? Vous voulez quoi que tous les riches quittent la France ? Et la France ira mieux ? Non, alors je vais vous dire quelque chose. Que tous les riches quittent la France ou qu'ils ne la quittent pas, ça sera pareil. Parce que dans l'état où on est, c'est comme s'ils l'avaient quitté. Quand vous avez tout le capital ailleurs et vous ne l'avez pas ici, c'est comme si vous l'aviez quitté. Mais Georges, vous êtes profession libérale. Vous demain, vous faites grève. Vous ne gênez personne, si ce n'est vos clients. J'ai pas dit qu'il faut gêner les gens. Vous m'avez posé une question. Est-ce que vous êtes étonné que stratégiquement ça se fasse au moment où ça gêne le plus ? C'est comme si vous me demandiez, est-ce que vous êtes étonné qu'un colonel de l'armée ou général bombarde là où il fait le plus de soldats morts adverses ? Non, je ne suis pas étonné. Stratégiquement, c'est étudié pour. Maintenant, est-ce que je suis d'accord ou pas ? C'est une autre question. C'est une autre question. Dans un instant, on revient sur l'antenne de Sud Radio. Si ça vous fait réagir, comme Emmanuel Brisson, comme Georges Parastatis ou Sarah Georgette, vous nous appelez au 0826 300 300. Sud Radio, c'est votre antenne. Venez en prendre possession avec nous. Et puis, on va revenir sur cette question que l'on se pose. Les crimes en France doivent-ils changer la manière dont ils sont jugés ? Est-ce que l'on peut continuer à dépénaliser les troubles psychiatriques? Anthony Martin Smith. Précisément 11h30 sur Sud Radio. Merci de votre fidélité. Vous nous appelez au 0826 300 300 si vous voulez réagir au sujet que nous abordons à l'antenne. Je crois d'ailleurs qu'on a une réaction dans un instant qu'on va prendre au standard de Sud Radio. Toujours avec mes débatteuses. Pardon Georges, mais aujourd'hui, vous êtes en infériorité numérique. Emmanuel Brisson et puis Sarah Georgette. Emmanuel, vous êtes présidente du mouvement Vivement Demain. Exactement. Comme Michel Drucker qui lui dit Vivement Dimanche. Ouais, c'est un peu pareil. Vous êtes plus jeune. C'est aussi une ancienne campagne du RPR.
Est-ce que vous avez un canapé rouge comme lui? Mais figurez-vous que oui, j'ai un canapé rouge chez moi. Incroyable. Voilà. Bon, et ben écoutez, Sarah Georgette, vous avez un canapé rouge. Négatif. Vous êtes avocate au barreau de Paris. Georges Parastatis, mon avocat en infériorité numérique, vous êtes avocat pénaliste et ça va être très intéressant dans votre regard sur le sujet qu'on va aborder dans un instant, sur la manière dont on traite la question du crime en France. Je le rappelle, il y a 3 degrés dans nos procédures judiciaires: l'infraction, le délit et le crime. Et on va s'intéresser... Contravention. Délit et crime. Vous avez dit infraction. D'accord, oui. Je vais pas vous contredire parce que là-dessus je n'ai pas le recul et la connaissance juridique qui est la vôtre. Mais en tout cas, on va s'intéresser à la question de gérer les crimes et la pénalisation des troubles psychiatriques qui justement échappent à cette question de la peine pénale. Je crois qu'on a un appel au 0826 300 300. Cédric de Béziers, bonjour. Bonjour à toute l'équipe, mesdames, messieurs. Je m'attendais à ce que ce soit Robert qui nous appelle, Ménard, mais non, pas du tout. C'est vous, non, Cédric, c'est bien mieux. Non, bon, j'adore Robert Ménard, c'est pas le sujet. Ça peut être aussi bien. Alors, dites-nous, Cédric, ça vous fait réagir ces histoires de grève? Ça me fait réagir parce que j'écoute Madame Emmanuel qui dit qu'en fait la France ne veut pas travailler. Je ne suis pas d'accord avec elle. Je fais partie des rares métiers où on fait plus de 60 heures semaine et aujourd'hui on est las de travailler pour payer des impôts. C'est ça qui nous énerve un petit peu. Et je crois qu'il faudrait peut-être que les personnes qui sont politiques ou qui traînent politiquement parlant prennent une pelle et une pioche une fois de temps en temps et qu'ils apprennent ce que le mot travailler veut dire. On a un gros défaut et un gros problème dans notre pays, c'est qu'en fait on a les feignants, donc ceux qui ne vont pas travailler, qui touchent le RSA, qui touchent les allocs, qui font des enfants et qui prennent du pognon avec notre argent à nous, parce que c'est nous qui travaillons pour leur fournir cet argent. Et il y a les vrais travailleurs, les gens qui se lèvent comme les boulangers, comme moi les routiers, comme toutes les personnes qui font bouger la France, parce que c'est nous qui faisons bouger la France, entre autres les boulangers, les bouchers, les maraîchers, les agriculteurs également. Si on n'est pas là, il n'y a pas de France. Et aujourd'hui, quand il y a un droit de grève, le droit de grève, il est parce qu'il y a des choses qui ne vont pas. Je suis pour le droit de grève, mais je suis pour le vrai droit de grève. C'est-à-dire que nous, en tant que routiers, on nous interdit de faire grève. Alors, on va pouvoir faire grève. Mais par contre, on va avoir la gendarmerie ou la police nationale à la sortie des routes et on nous suspend nos permis. Voilà ce qu'ils font. Donc, un jour, on va avoir un problème, c'est que à force de pas pouvoir faire grève normalement, on va finir par des fois en venir aux mains, ce qu'on ne veut pas, mais à un moment donné, on doit. Le mouvement de grève était fait pour revendiquer des choses qui nous manquaient. Alors c'est vrai, aujourd'hui, on peut pas revendiquer. Oui, j'ai mes règles ou je me suis fait mal au doigt, j'ai cassé 4 ongles, je peux plus travailler, je voudrais encore faire plus de télétravail. Non, à un moment donné, c'est vrai qu'il faut arrêter ce genre de processus. Mais quand il y a des droits de grève qui soient réels, pour qu'on puisse vraiment dire, voilà, on s'arrête parce qu'on ne peut pas, on a un matériau ou des matériaux qui ne fonctionnent pas, on peut pas travailler dans ces conditions-là, on se met en danger, mais on peut pas faire des droits de grève comme toutes les personnes le font, notamment, et là je suis peut-être d'accord avec Dame Emmanuel, sur le vous nous l'avez dit en 2 secondes, qui ont des semaines de congé, en veux-tu, en voilà, et plus ils font grève, plus ça se dégrade. Donc il faudrait peut-être que eux ils arrêtent de faire grève. Est-ce que je peux faire répondre Dame Emmanuel à ce que vous venez de dire, Cédric? Dame Emmanuel. Oui, moi je trouve qu'on est le pays. Emmanuel Brisson, évidemment. Un des pays d'Europe qui travaille le moins. C'est un fait, c'est pas moi qui le dis. Et honnêtement, on a l'âge de départ à la retraite qu'on devrait largement rallonger. Enfin, si vous voulez qu'on remplisse les... Jusqu'à la mort. Si vous voulez qu'on remplisse les caisses de l'État, au bout d'un moment, il faudra peut-être réfléchir à rallonger notre départ à la retraite. Ou rapatrier le capital. Est-ce que je peux finir? Merci. Mais là où je vous rejoins, en revanche, monsieur, c'est que oui, on a des gens dans ce pays qui vont davantage toucher en étant sur leur canapé, parce qu'ils vont toucher des aides qui vont accumuler, que des Français qui travaillent, qui se lèvent tôt le matin, qui vont commencer à bosser à 4 heures et qui vont avoir des conditions qui sont extrêmement pénibles. Et moi, je pense qu'il va falloir penser à revaloriser les salaires des gens qui, justement, travaillent énormément et baisser les aides, voire complètement les arrêter
d'arrêter parce que on a justement, moi je parlais la dernière fois avec un chef d'entreprise qui me disait qu'il avait du mal à recruter une bonne main d'œuvre parce que les jeunes qui arrivent dans leur boîte, au bout de 2 mois, ils vont se mettre en arrêt maladie systématiquement pour tout, pour rien. Ils vont vouloir être en télétravail et ils vont plus travailler. Donc justement, ça c'est un fait. Donc oui, baisser les aides ou pour réfléchir à les stopper et revaloriser nos salaires. Ça veut réagir encore ou Sarah Georgette? Monsieur parle peut-être de la proportion du droit de grève avec l'enjeu réel. C'est peut-on vraiment importuner tous les Français pour des sujets internes aux entreprises? Cédric, oui, d'accord avec ce qu'on a dit? Alors, on peut pas demander à nous faire travailler plus pour remplir les caisses de l'État. Ça, je ne peux pas l'entendre, ça n'est pas possible. C'est à l'État. Non, mais tous les autres pays d'Europe travaillent beaucoup plus que nous. Non, mais je m'en moque, ça. Moi, je paye des impôts, on paye tous des impôts, mais l'État se gave et les gens font n'importe quoi avec notre argent. Alors oui, effectivement, on travaille beaucoup moins. Pourquoi? Parce qu'on a 5,9 millions de fonctionnaires en France, d'accord? Donc déjà, on en avait 3,6 millions avant Macron, maintenant on en a 5,9 millions. Donc déjà, quand on prend le travail du fonctionnaire de par lui-même, qui ne travaille pas beaucoup, j'en ai pour preuve, si vous voulez, je peux vous en donner 2-3, c'est un truc qui est aberrant. On ne peut pas demander aux Français de remplir les caisses de l'État. C'est à l'État à faire attention à l'argent que nous, on lui donne. On lui file du fric, il fait attention à cet argent-là. Il dépense pas, il passe pas des semaines à inviter des gens, à se balader, à faire des colloques qui servent à rien, à créer des agences gouvernementales qui ne servent absolument à rien. Et là, peut-être qu'on pourra faire attention et on fera attention à notre argent. Moi, tous les jours, tous les mois, j'apprends à mes enfants qui ont 6 et 8 ans, je leur apprends la valeur de l'argent. Pourquoi ces gens-là ne savent pas le faire? Pourquoi ils sont nuls à ce point-là? Parce qu'on a des gouvernements depuis 30 ans qui sont vraiment super nuls. Ils ne savent pas compter. Mais on dévie le débat là. Oui, là en fait on parle des choix fiscaux de notre pays. Est-ce qu'on taxe le travail? Est-ce qu'on taxe le capital? Est-ce qu'on taxe suffisamment le capital et trop le travail? Ça c'est peut-être un débat qui fera consensus. La question c'est là, et ensuite on embraye sur l'utilisation des fonds publics par les politiques et l'irresponsabilité politique dans les choix. Sachant qu'à la base effectivement on parlait du droit de grève. Donc je comprends qu'on a dévié la question, mais que le ressentiment peut être un peu populaire et que finalement la fiscalité du travail est trop lourde, alors qu'on pourrait fiscaliser d'autres choses comme effectivement le capital par exemple. Mais là c'est vraiment un autre débat de société. Peut-être que défiscaliser le travail rendrait le travail plus attractif et le libéraliserait. Et il y a une autre question peut-être qui arrive derrière que les auditeurs voient, c'est qu'est-ce qu'on va faire quand l'assiette du travail va se réduire avec les nouvelles technologies qui arrivent à grands pas? Qu'est-ce qu'on va faire quand... Ça, c'est un défi. Voilà. Et puis, alors, comment vous on va aurez beau gérer... faire la grève. Vous avez entendu la solution? Comment on va gérer l'occupation des Français quand l'assiette du travail va se réduire? Vous avez entendu la solution de notre politique autour du plateau? Peut-être qu'à ce moment-là, faire le droit de grève pour des questions d'emploi du temps, ça paraîtra désuet. Ah bah c'est sûr que là, quand l'intelligence artificielle aura pris le pas sur beaucoup de votre temps de travail, je vais pas aller jusqu'à dire que ça supprimera des emplois, ça c'est le temps qui nous le dira. Mais en tout cas, qu'il y ait moins de temps de travail disponible, c'est sûr que là, vous réfléchirez peut-être à 2 fois avant de faire grève. Il y a une profession tout de même, Anthony, je vous coupe, que l'intelligence artificielle devrait occuper, c'est la profession politicienne. Qu'il n'y ait plus de politique, c'est le monde de l'intelligence artificielle, ce serait pas mal. C'est des magots. On va accueillir Julien au 0826 300 300. Bonjour Julien. Oui, bonjour. Vous êtes agriculteur, vous? Oui, voilà. Je suis et vous trouvez que c'est déplacé? Oui, vous nous avez pas menti, hein? On a entendu la vache derrière vous. Non, c'est des brebis. Ah, c'est une brebis? Il faut que j'aille un peu plus par chez vous, parce qu'il va falloir me rééduquer sur ce que c'est qu'une brebis et une vache. Vous voyez les Parisiens comme on est quand même. Dites-nous Julien. Non, en fait, je vous appelais pour réagir par rapport à l'une de vos invités. Ah, dites-moi laquelle. C'est Dame Emmanuel. Voilà, Emmanuel, parfaitement. Emmanuel Brisson, vous prenez cher, Emmanuel, hein? Ouais, j'aime bien ça. Allez-y, elle Julien. est de par chez nous et en fait, je connais, plus particulièrement son grand-père.
Oula, allez-y. Balancez pas de dossiers familiaux. Hein. Non. Mais dites-nous, en fait, Julien. Moi, ce qui me gêne, c'est que des personnes nous demandent de travailler plus. Bon, évidemment, je pense pas qu'on soit une catégorie de professionnels qui est visée par elle quand elle dit ça, mais quand nous on fait 80 heures, voire 90 heures par semaine, et certains qui, voilà, comme on dit, qui restent tranquillement sur le canapé et qui gagnent une fois et demie plus que nous, c'est vrai qu'il y a certaines catégories qui doivent recommencer à travailler, mais quand je sais que voilà, tout ce qui est député, tout ce qui est sénateur, quand on voit ce qu'ils font et comment ils ont été impliqués cet hiver quand on était sur les autoroutes, quand on les appelait et qu'ils n'ont pas daigné bouger le petit doigt pour nous défendre ou prendre quelconque parti, voilà, je trouve un peu déplacé de... Il y a des payes aussi qui ne sont pas forcément justifiées là-haut, quoi. Je peux répondre ? Bah oui, allez-y, Emmanuel Brisson. Ok. En plus, il parle de votre grand-père, donc... Je crois qu'il s'est trompé parce que mes 2 grands-pères sont décédés. Mais non, pour vous répondre, oui, effectivement, il y a 2 catégories de Français. Il y a la catégorie des Français qui travaillent, la catégorie des honnêtes gens qui vont payer leurs impôts, qui vont faire leur travail correctement et qui vont avoir la conscience du travail. Et il y a les Français qui, justement, ne veulent pas bosser, qui veulent accumuler les aides. Et c'est ces gens-là qu'il faut viser. En revanche, moi, j'en ai marre qu'on tape constamment sur les politiques. J'en ai marre qu'on mette tous les politiques sur le même panier. J'en ai marre qu'on dise que si demain il n'y a plus de députés, plus de sénateurs, on va faire des économies. C'est absolument faux. On dit pas qu'il y en ait plus, mais peut-être moins. Mais vous vous rendez compte qu'on a presque autant de parlementaires qu'aux États-Unis qu'à 50 États. Attendez, quand on est député, on représente un territoire. Moi, j'ai travaillé pour énormément de députés et je peux vous dire que c'est du matin jusqu'au soir, c'est le week-end, qu'on voit pas notre famille, que voilà, faire de la politique, c'est également un métier. Et au bout d'un moment, si les Français arrêtent pas de cracher sur la classe politique, Julien vous dit que c'est pas dans les mêmes conditions. C'est une énorme crise démocratique. Là où il faut faire des économies. Il vous dit que c'est pas dans les mêmes conditions quand il est sur la route avec un tracteur à avoir froid, pardonnez-moi, mais évidemment que c'est pas les mêmes conditions. C'est pas la même chose que d'être dans un salon doré à l'Assemblée nationale ou au Sénat. C'est ça que vous voulez dire, Julien ? Alors quoi ? Demain, tout le monde a les mêmes salaires, c'est-à-dire que vous allez avoir exactement le même salaire que Julien, et dans ce cas-là, on fait plus de différenciation entre ceux qui ont fait des études, ceux qui n'en font pas. C'est ça que vous êtes en train de me dire ? Vous voulez tout universaliser ? Enfin, je suis désolée. On revient dans un instant. On reprend cette discussion avec Julien et Cédric qui apparemment est bouillant. Tout de suite sur Sud Radio. Les débats de l'été, 10h-13h, Anthony Martin-Smith. Et c'est très animé sur Sud Radio, 11h46 avec nos auditeurs au standard de Sud Radio, 0826 300 300. Julien et Cédric sont toujours avec nous, avec... cette question sur les grèves, ça fait réagir. Vous êtes nombreux et nombreux à nous appeler. N'oubliez pas qu'il y a la libre antenne à partir de midi et quart. On va aussi revenir sur ce méga piratage. Ça aussi, ça vous fait réagir sur les réseaux de Sud Radio, les réseaux sociaux de Sud Radio. Emmanuel Brisson, qui est toujours avec nous, présidente de Vivement Demain. Sarah Georgette, avocate au barreau de Paris. Et puis Georges Parastatis, avocat pénaliste. Julien et Cédric, ça vous fait réagir cette question du droit de grève qui intervient, je le rappelle, toujours dans les moments les plus délicats pour les Françaises et les Français, pendant les vacances, les départs et les retours de vacances. C'est EasyJet qui pose ce préavis de grève depuis vendredi dernier jusqu'au 2 septembre inclus. Cédric, vous vouliez réagir ? Oui, complètement. J'ai entendu un Brisson qui dit finalement que on peut pas opposer celui qui a pas fait d'études et celui qui a fait des études. Ben moi j'ai pas fait d'études, mais je sais compter et je sais faire des économies. Et ceux qui ont fait des études, eh ben ils savent pas faire des économies. Alors oui, on tape sur la tronche des politiques parce que c'est eux qui nous ont vidé les caisses. Tous autant qu'ils sont, qu'ils soient de droite, de gauche, c'est grâce à eux qu'on est dans la merde dans laquelle on est aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que s'ils avaient fait des calculs corrects et qu'ils avaient fait attention et qu'ils n'avaient pas augmenté les charges patronales, ça nous aurait fait du pouvoir d'achat pour nous. Et vous voyez, je suis pas économiste, j'ai pas fait d'études. Moi, je me suis arrêté en 6e. Mais par contre, je sais que plus on a la possibilité d'avoir de l'argent, plus on va le dépenser normalement. Donc, c'est-à-dire qu'indirectement, on va quand même payer des impôts. On paye 20% sur à peu près tout aujourd'hui. Et ben, ça nous aurait fait donc du pouvoir d'achat, de la rentrée et du PIB. Faut pas sortir de l'école de Saint-Cyr pour faire ça. Voilà, j'ai pas fait d'études, mais je peux prouver en 2 secondes qu'en fait, on est capable de faire des économies. On enlève toutes les agences gouvernementales qui ne
sert absolument à rien, si ce n'est mettre les copains des copains planqués à la place, à cette place-là de directeur, de sous-directeur et d'autres personnes. Je trouve, oui, d'autres agences, et je trouve ça ahurissant. Si j'aurais aimé entendre un homme ou une femme politique dire, écoutez, c'est simple, on va faire attention, c'est à nous à faire de l'économie et pas à nous à vous ponctionner. Cédric, vous en avez eu là par contre, vous exagérez peut-être un peu, non? Vous n'avez pas eu François Fillon qui à l'époque avait dit je suis à la tête d'un État en faillite? Ah non, mais il l'a dit. En 2007. Après, il a eu un problème. Mais vous en avez des politiques qui disent l'État va mal. Même Sébastien Lecornu, il dit on peut plus investir une flèche. Il le dit, mais regardez comment il s'est déplacé là. Il s'est déplacé du côté de la tête du bûche et machin et compagnie avec tous ses copains machin. Combien ça coûtait son déplacement? Oui, c'est sûr que ça coûte cher. Oui. Parce que ça servait à rien qu'il se déplace. Non. On sait qu'en plus ça, c'est du montage. On le dit sur l'antenne de Sud Radio, Cédric. C'est-à-dire que il se serait pas déplacé, ça aurait fait jaser tout autant qu'il se déplace avec son discours. Finalement, quand vous êtes politicien, il y a pas de bonne solution. Vous êtes fait pour qu'on vous tape dessus. Vous croyez pas, Cédric? Mais j'ai entendu votre discussion hier et j'ai entendu justement vos invités et je n'ai pas réagi parce que je trouvais que le monsieur qui avait travaillé justement par rapport à ça était de bon sens quand il disait qu'en plus de ça, et je le sais depuis longtemps, qu'en fait c'est du tronqué en fait, les discussions, les micro-trottoirs avec le ministre et machin et tout et tout. Vous parliez de Mathieu Baccialonnet hier, oui, qui avait travaillé en tant que conseiller ministériel. Et effectivement, il serait pas allé, on aurait gueulé, il y va, on gueule quand même. Mais il y a un problème. Il faut y aller quand c'est le moment, quand c'est chaud. Mais quand c'est chaud, tout le monde se chie dessus. Donc personne n'y va. Voilà. En tout cas, vous avez un franc-parler, Cédric de Béziers. Emmanuel Brisson. Je veux pas que mes propos soient déformés. Ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'un ouvrier et quelqu'un qui a fait du droit ou qui a fait Sciences Po pour devenir avocat ou pour devenir politique, bah oui, ils n'ont pas à avoir le même salaire. C'est c'est juste normal. Sinon, vous voulez quoi, un salaire universel pour tout le monde? Qu'est-ce que c'est que ça? Peut-être que le niveau du salaire n'est pas la bonne, peut-être pas un bon critère. Non, mais il y a ceux qui ont fait des études et il y a les gueux, c'est ça? Mais c'est pas du tout ce que je dis. Moi j'ai fait des études. Moi j'ai fait des études. C'est pas du tout ce que je dis. J'explique juste que il y a ceux qui ont fait des études et il y a les autres. Mais ça va pas ou quoi? Je suis en train de vous expliquer que quelqu'un qui est ouvrier, il va pas gagner le même salaire que le patron et c'est juste normal. C'est pas ce qu'on a dit, mais de là à dire que vous faites un travail difficile, les politiciens, et vous voulez qu'on vous plaigne en plus. Julien, vous êtes là? Moi je dis jamais que les politiques font un travail difficile et qu'il faut les plaindre, mais au bout d'un moment, il faut arrêter de leur cracher dessus. Doucement. Attendez, et Julien, vous êtes là? Vous, à part cracher sur les politiques, vous dites rien d'autre. Réagissez s'il vous plaît, parce que vous êtes à votre compte, je pense, dans votre exploitation. Oui, non, sauf que moi, le pognon que je dépense, c'est le mien, c'est pas celui des autres. Mais j'imagine bien que c'est plus facile de dépenser le pognon des autres que son propre pognon. Oui, c'est sûr. Madame Brisson, vous me dites que vos deux grands-pères sont décédés, mais j'ai bien vu une photo circuler avec vous et Max Brisson. Et alors? Mais c'est son père. Et alors, c'est mon père, il y a un problème? Vous prenez pas la famille. Il y a quoi, vous voulez vous en prendre à mon père? Ne dites pas que vous n'êtes pas en famille. Non, mais mon père, il vient d'une famille d'ouvriers, monsieur. Mon père, il s'est fait tout seul, d'accord? Si vous voulez vous parler. Sa mère était coiffeuse, son père était ouvrier, il a réussi, ça s'appelle la méritocratie républicaine. D'accord? Oui. Ok. Et j'ai pas à avoir honte d'avoir un père en politique. On s'écarte du sujet, les amis, s'il vous plaît, ne parlons pas de la famille. Vous attaquez pas son père. Moi, la question, Julien, que je vous posais, c'est justement... Vous travaillez à votre compte, vous êtes à la tête de votre propre exploitation. Donc vous êtes quelque part votre propre patron. Et ce que disait Emmanuel, c'est que on ne gagne pas forcément la même chose selon le niveau d'études que l'on a ou l'expérience que l'on a. Vous êtes d'accord avec ça ou pas? Le niveau d'études, je veux bien que peut-être on n'a pas fait Sciences Po, mais en attendant, à l'Assemblée nationale, s'ils mangent à la cantine bien mieux que nous, peut-être à certains moments, c'est peut-être grâce à nous aussi. C'est pas grâce à l'éleveur argentin qui va nous fourrer de la barbaque à moitié prix de la nôtre, quoi. Mais ça, c'était il y a 25 ans déjà qu'il aurait fallu s'en rendre compte de ça. Parce que là, d'ici la fin de l'année, vous avez 50% de l'élevage qui est mort.
Bon, on a largement dérapé les sujets, les amis, du sujet initial quand même qui était celui des grèves. Mais bon, de façon très opportune, on va pas refuser un débat lorsqu'il se présente. Et puis sur cette question particulièrement de celle de la manière dont on doit être rémunéré. Pardonnez-moi, Julien, je vous remercie infiniment pour votre appel et de votre fidélité à Sud Radio. De me donner la parole. Merci toujours. Merci à vous. Vous nous rappelez quand vous voulez et bon courage pour ce métier que vous faites qui est très difficile, surtout quand vous travaillez 80 à 90 heures par semaine, comme vous nous le disiez. Je vous embrasse fort. Merci Cédric de Béziers également merci pour votre franc-parler. Merci à vous. Petit mot simplement, puisque je sais que vous allez rebondir sur autre chose. Oui. Ce serait bien de penser à une prison à Saint-Pierre-et-Miquelon. Voilà, c'est la petite phrase magique. Écoutez, ça va nous faire réfléchir et on va probablement poser ça en débat cette semaine. Cédric, je vais y réfléchir avec l'équipe. Merci en tout cas. Je vous embrasse. Faites attention à vous du côté de Béziers et sur les routes parce que je crois que vous êtes routier comme vous nous l'avez dit. Merci beaucoup de nous avoir laissé la parole. Mais c'est normal, au 0826 300 300 vous nous appelez. Je voudrais rapidement les amis, si c'est possible avec le temps et très peu de temps qu'il nous reste, qu'on revienne sur le débat que je voulais poser, mais on a pris du temps, c'est pas grave, c'est la priorité aux auditeurs. Sur ces crimes en France, très souvent on entend dans les médias que les uns s'en sortent sous le trouble psychiatrique. Georges Parastatis, vous, avocat pénaliste, c'est une stratégie d'avocat, ça, de chercher le trouble psychiatrique pour éviter la peine ? Non, pas du tout. Personne ne s'en sort. Le principe est simple. Si quelqu'un a des troubles psychiatriques et qu'il est considéré fou, pas par l'avocat, par le juge, par 2 experts minimum, normalement, il n'est pas condamné. Il n'est pas condamnable. Il n'est pas condamnable. On condamne quelqu'un en pénal parce qu'il a conscience de ce qu'il commet un crime. S'il n'en a pas conscience, il ne peut pas être condamné. Mais vous comprenez que c'est dur pour les familles ? Attendez. Oui, mais c'est dur, il y a des choses qui sont dures, mais il n'y a que les régimes fascistes qui condamnent les fous. Ça a toujours été comme ça, c'est le principe. C'est le principe. Si quelqu'un est fou, il ne peut pas être condamné pénalement. Il peut être condamné civilement, à réparer. Mais on ne peut pas condamner un fou. Si on commence à condamner un fou, on change de nature, de régime. Oui, mais on a l'impression que tout le monde est fou, du coup. Emmanuel Brisson. Ah non, mais ça c'est vous, ça c'est le politicien qui parle. Vous avez jamais été dans une... Attendez, mais arrêtez de parler des politiques, là, au bout d'un moment, je suis désolée, mais à chaque crime, on dit quoi ? On dit il est fragile, il est déséquilibré, vous ne savez même il a un trouble psychiatrique, on ne sait pas pourquoi il a tué quelqu'un, on ne sait pas pourquoi il a fait un attentat. Tout ça, c'est bon, c'est pas la faute des politiques, là. Les amis, on vous entend pas, c'est pas clair. Ils aiment bien. C'est la faute des juges. Ça, c'est bien pour vous faire gagner des voix, mais vous ne connaissez même pas l'adresse ou le poignet de porte d'une salle donc pour vous, tous ceux qui ont commis des actes terroristes sont fous. Non, mais c'est ce que vous êtes en train de dire. Est-ce que je peux Sarah intervenir ? Georgette, oui, allez-y. La voix du calme. Oh, je vous remercie. Peut-être, on va dire à nos auditeurs que en France, des pénalement irresponsables, il y en a à peu près 11 600 par an. D'accord ? Sur ces 11 600, on va descendre, il y en a la quasi-majorité qui vont être classés sans suite. Et moi, on va s'intéresser à simplement ceux qui font l'objet d'une mesure d'irresponsabilité pénale prononcée par la chambre d'instruction, c'est-à-dire ils ont commis soit un homicide, soit une tentative d'homicide, donc les cas les plus graves. Ceux-là, il y en a une 50aine par an seulement que la chambre d'instruction déclare pénalement irresponsable. Donc une 50aine par an, ça fait 1 par semaine à peu près. Donc il y en a qui vont vous dire que c'est marginal, d'autres qui vont vous dire que c'est beaucoup, mais sur la masse de personnes qui sont orientées au pénal dans notre pays, c'est très marginal. Et je complète le propos de mon confrère, il ne se passe pas rien, non ce n'est pas vrai. Ces personnes, dans la majorité des cas, vont être hospitalisées d'office, c'est-à-dire vont subir une mesure de privation de liberté qui finalement est l'issue d'une condamnation pénale aussi. Donc, ce n'est pas une stratégie de l'avocat, ce n'est pas une stratégie de la défense, puisque ce n'est pas l'avocat qui décide si la personne est pénalement responsable, c'est la chambre d'instruction qui est souveraine. Et en ce sens... Sur un rapport d'un expert. Exactement, de absolument. deux experts. Qu'elle suit ou qu'elle ne suit pas, mais que généralement elle suit. Mais vous avez ce crime à Nice d'une femme qui rentre de soirée, qui est violée, qui ensuite est blessée par
très gravement par 3 coups de couteau. Et puis, forcément, ça crée l'émotion collective. Et vous savez que ce type, il va se retrouver non pas en prison, mais en hôpital psychiatrique. Absolument. Et les gens ont le sentiment qu'il s'en sort à bon compte. Et ils en ont ras-le-bol. En tout cas, c'est ce que ça nous dit sur les réseaux sociaux, notamment de Sud Radio. Peut-être que la vraie question, ou peut-être que ce qui interpelle les auditeurs, c'est finalement, il n'ira pas en prison. Nous répondons, il n'ira pas en prison, mais il sera quand même privé de liberté. En revanche, il y a une autre peut-être vraie question pour notre société, c'est que fait-on de nos fous du village ? Quand la réponse carcérale n'est pas adaptée. C'est ça qui dérange. Encore qu'il faudra savoir ce que veut dire fou exactement. Merci infiniment à tous les trois. C'est la fin de notre débat, mais en tout cas nos débats continuent. Merci Emmanuelle Brisson, je le rappelle, vous êtes présidente de Vivement Demain. vous avez pris cher aujourd'hui, mais vous êtes bien battu, bien défendu. Merci beaucoup pour ce spectacle, le popcorn était très bon. Georges Parastatis, vous êtes avocat pénaliste, merci infiniment d'être venu. Vous reviendrez tous les deux. Sarah Georgette, je vous garde avec nous, vous êtes avocat au barreau de Paris, mais vous êtes aussi spécialisé en cybercriminalité et ça va être le sujet qui va nous amener dans quelques instants sur Sud Radio. On va revenir sur ce méga piratage. À tout de suite. Sud Radio. Parlons vrai. Gaspard, les vacances sont bientôt finies. Éteins ton jeu et va te coucher. Tu crois qu'Alexandre le Grand allait se coucher tôt alors qu'il devait gérer un empire qui s'étendait de la Grèce à l'Asie ?